Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui se déroule en 1722. La fille du régent de France se rend à Madrid pour épouser le prince héritier, tandis que l'infante d'Espagne, promise à Louis XV, rejoint Versailles. Partons ensemble sur une action diplomatique peu réussie et oubliée. Pour le royaume d'Hélice, le XVIIIe siècle s'ouvre sur un bouleversement diplomatique. En acceptant pour le duc d'Anjou, son petit-fils, le testament de Carlos II, roi d'Espagne, Louis XIV renforce un lien sacré avec la monarchie très catholique. Le nouveau roi Philippe V se trouve prédestiné à devenir l'allié le plus fidèle de la France. La maison de Bourbon régnera désormais aussi bien à Madrid qu'à Versailles. Pour reprendre les mots du roi vieillissant, il n'y a plus de Pyrénées. Hélas, cette vision idyllique va bientôt trouver ses limites. Causée par ce retournement des alliances, la guerre de succession d'Espagne ensanglante en effet les dernières années du règne de Louis XIV. Puis sous la régence de Philippe d'Orléans, renaissent en dépit de la parenté de vieilles tensions entre les deux couronnes. C'est même une guerre qui éclate en 1719, courte certes, mais violente, et pour les opinions de part et d'autre des Pyrénées passablement choquante. La guerre est le résultat des ambitions territoriales et dynastiques en Italie du roi Philippe V et de sa seconde épouse Isabelle Farnèse. Comme l'ont souligné divers historiens, Philippe V, loin de donner aux affaires américaines l'importance qu'elles méritaient, et pour fixer comme objectif prioritaire le redressement de Gibraltar et de Minorque, il a donné la primauté aux intérêts familiaux, parrainés par sa seconde épouse. La première épouse de Philippe V, Marie-Louise de Savoie, meurt au début de 1714. Le roi d'Espagne arrange immédiatement un nouveau mariage avec la princesse du duché de Parme, Isabelle Farnèse, héritière du duché, parce que le souverain de celui-ci, son oncle, n'avait pas d'enfant. Dès son arrivée à la cour à la fin de 1714, elle fait preuve d'un fort caractère et influence le roi pour qu'il se débarrasse de son entourage français qui avait régné sur la monarchie jusqu'à maintenant. Remplacé par un groupe de courtisans de la confiance de la nouvelle reine, dirigé par le clerc Giulio Alberoni, qui avait précédemment servi le duc de Vendôme. Il dirige la politique étrangère de la monarchie dans le double but de réviser le traité d'Utrecht en Italie, récupérer pour Philippe V les États de la monarchie espagnole qui étaient passés à l'empereur Charles VI, adversaire de Philippe V dans la guerre de succession d'Espagne, et au duc de Savoie, et d'assurer également au prince Carlos de Bourbon, futur Carlos III, la succession au duché de Parme et au duché de Toscane. Parmi les collaborateurs d'Alberoni se trouvait José Patino, qui était chargé de lancer le programme de réarmement naval qui permettrait de mener à bien la nouvelle politique. La politique dynastique de Philippe V trouve un prétexte dans les négociations entamées entre les représentants du duc de Savoie et de l'empereur pour échanger les îles de Sicile et de Sardaigne, ce qui était interprété par la cour de Madrid comme une violation des traités d'Utrecht et de Rastatt. Ainsi, le premier objectif de Philippe V sera de reconquérir la Sardaigne, une campagne qui a commencé à l'été 1717. Contre les intérêts de Philippe V, la France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies signent la Triple Alliance le 4 janvier 1717. Un an plus tard, dans le cadre de la consolidation du traité d'Utrecht, Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, est incorporé, donnant naissance à la Quadruple Alliance. Les résultats de cette courte guerre sont disputés et variés. Le duc de Savoie, Victor Amédée II, abandonne aux Habsbourg le royaume de Sicile insulaire qui lui avait été attribué en 1713 et reçoit en échange la Sardaigne, ancien royaume depuis des siècles, ce qui lui permet de garder le titre de roi. L'empereur Charles VI réunit de nouveau les royaumes de Naples et de Sicile. Dès 1720, une réconciliation s'impose, et pour la sceller sont décidées deux unions princières. Le roi Louis XV est alors dans sa 11e année. Quant au prince des Asturies, fils aîné du roi d'Espagne, il a 14 ans. Il est à peu près en âge de se marier. Pour ce dernier, un choix semble évident. Il épousera Louise-Élisabeth d'Orléans, fille du régent, que l'on va baptiser pour l'occasion. La pauvre avait été jusqu'alors un peu négligée par son père. Mademoiselle de Montpensier, comme on l'appelle à la cour de France, n'a elle-même que 11 ans. C'est toutefois déjà une jolie fillette aux yeux sombres, au teint d'ivoire. Hélas, on l'a dit, d'un caractère impossible. Sa grand-mère, la princesse Palatine, qui la considère, il est vrai, comme la moitié d'une bâtarde, ne la décrit-elle pas comme l'enfant la plus désagréable qu'on puisse voir, dans sa façon de manger, de boire, de parler. Il faudra bien que les Espagnols s'en accommodent.
Pour Louis XV, en échange, tout ce que peut proposer la nouvelle cour d'Espagne, c'est une bien jeune infante de 3 ans seulement, Marie-Anne Victoire. Ce n'est que la demi-sœur du prince des Asturies. Sa mère est en effet Élisabeth Farnèse, qui a succédé sur le trône à Marie-Louise de Savoie après la mort prématurée de celle-ci. À défaut d'un mariage dans les formes, on ne se résout pas moins à promettre la main de cet enfant au jeune souverain. Aussi part-elle pour Versailles dans la foulée parfaire son éducation française et s'acclimater, si possible, à ce nouveau pays. Marie-Anne Victoire, du prénom de sa grand-mère, l'épouse du grand dauphin, n'est pas encore en âge de saisir ce qui lui arrive. Mais son petit premier, lui, s'émeut d'une alliance si peu naturelle. Louis XV, lorsque le régent lui annonce la nouvelle, rougit, s'affaisse sur lui-même et se relève impuissant à retenir ses larmes. Il faudra toute la douceur et toute la persuasion de son cher précepteur, Monseigneur de Fleury, pour le gagner timidement à l'étrange parti que les adultes ont formé pour lui. L'île des Faisans, sur le petit fleuve frontalier de la Bidassoa, avait servi de cadre à la rencontre historique en 1660 des deux cours venus préparer le mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. 61 ans plus tard, son pavillon, rénové pour l'occasion, accueille un événement plus modeste, mais pas moins troublant. Le 9 janvier 1722, les deux princesses, la jeune fille impossible et la fillette sortie des langes, sont échangées par les délégations respectives, qui, graves et attendries tout à la fois, les ont conduits au coffre de leur nouveau royaume. Puis mademoiselle de Montpensier prend la route de Madrid, où dès la fin du mois, on la verra convoler avec Don Luis, sans que l'union soit consommée évidemment. La jeune princesse des Asturies n'est pas encore nubile. Mal lunée, mal portante, mal élevée, Louise-Élisabeth d'Orléans détonne sévèrement à la cour d'Espagne. Elle commence par s'exonérer d'un grand bal et n'hésite pas à tenir tête en la circonstance au roi et à la reine en personne. Fille de l'étiquette bien plus rigide ici que dans le Paris de la Régence, il est vrai, la princesse de 12 ans grimace, tire la langue, laisse voir ses jambes et se montre caressante avec ses dames d'honneur quand elle ne se laisse pas aller à des grossièretés plus outrancières encore. Saint-Simon, bombardé ambassadeur extraordinaire en Espagne, le raconte crûment. Elle me regarda et me lâcha un rot à faire retentir la chambre. Ma surprise fut telle que je demeurai confus. Un second partit aussi bruyamment que le premier. J'en perds contenance et tout moyen de m'empêcher de rire, et jetant les yeux à droite et à gauche, je les vis tous, leurs mains sur leur bouche. Enfin, un troisième, plus fort encore que les deux premiers, mit tous les assistants en désarroi, et moi en fuite avec tous ceux qui m'accompagnaient, avec des éclats de rire d'autant plus grands qu'ils forcèrent les barrières que chacun avait tâché d'y mettre. Toute la gravité espagnole fut déconcertée, tout fut dérangé, sans que la princesse en perdît son sérieux. De son côté, l'infante est arrivée près de Paris sous l'aile protectrice de Madame de Ventadour, l'ancienne gouvernante de Louis XV. C'est à Bourg-la-Reine qu'elle a fait connaissance de son futur époux, bien gêné de se retrouver avec une princesse si puérile encore qu'il n'est guère pu mieux faire que l'embrasser comme un poupon et lui offrir une poupée. Certes mieux élevée et autrement avenante que la princesse des Asturies, cette infante haut comme 3 pommes n'a rien qui puisse retenir l'attention d'un bel adolescent de 14 ans qui, déjà, règne sur la France. La mort de Philippe d'Orléans en 1723 et son remplacement au poste de Premier ministre par le duc de Bourbon, cousin du roi, changent la donne politique à Versailles. Le nouveau maître entend marier le jeune monarque au plus vite pour assurer l'avenir de la dynastie et du même coup conforter sa position face à la maison d'Orléans si proche du trône. Mais pour marier Louis XV avec une princesse en âge de lui donner des enfants, il faudrait commencer par renvoyer chez elle l'infante d'un âge si tendre. Peut-on infliger un tel camouflet à la cour d'Espagne? À Madrid, les excentricités de la princesse des Asturies acquièrent une dimension nouvelle quand en 1724 le roi Philippe V annonce son intention d'abdiquer en faveur de son fils aîné qui deviendra le roi Louis Ier et entraîne sur le trône sa toute jeune femme. Après quelques mois d'un règne peu concluant, le jeune souverain est terrassé par la petite vérole. Philippe V reprend bon gré mal gré son trône. Louise-Élisabeth d'Orléans ne sera pas demeurée longtemps reine d'Espagne. Certains observateurs auront bien dû, pendant le cours de la maladie de Louis Ier, reconnaître la noblesse de cœur et la dignité de la reine, a su faire preuve au chevet de son époux mourant. Mais pour ne pas avoir su gagner le cœur des Espagnols, cette jeune veuve de 14 ans devra reprendre le chemin de la France, moins de 3 ans après le fameux échange.
Son départ sera pour la cour d'Espagne une façon de se venger de l'affront du gouvernement français, car à Versailles, les projets du duc de Bourbon ont suivi leur cours. Louis XV doit épouser Marie Lisinska, fille d'un roi de Pologne déchu, son aîné de 7 ans, ce qui suppose le renvoi de l'infante à Madrid. De quoi sceller le double échec de cette double alliance. Hypocritiquement, la cour de France va gâter Marie-Anne Victoire, remplir ses malles de jolies robes, de colis fléchiers, de bijoux et autres présents, sans oublier bien sûr les poupées. La fillette de 6 ans maintenant étant en âge de comprendre, personne n'a osé lui annoncer la véritable raison de son voyage. On lui a présenté son départ comme une simple visite à sa famille espagnole. Elle n'apprendra la vérité qu'en traversant l'île des Faisans. L'infante Marie-Anne Victoire, en janvier 1729, âgée de 11 ans à peine, l'ancienne promise du roi de France épousera le jeune roi de Portugal. De seulement 4 ans son aîné, José Ier. Ils régneront ensemble pendant près d'un demi-siècle, la reine prenant la régence en 1776 lors de la maladie de son époux. Mère de 4 filles, dont la future reine Maria Ier, elle sera aussi la marraine de l'archiduchesse Marie-Antoinette, qu'elle aura largement le temps de voir exercer le rôle de reine de France. Marie-Anne Victoire ne s'éteindra en effet que le 15 janvier 1781, quelques semaines après ses 63 ans. La princesse Louise-Élisabeth d'Orléans, discrètement rentrée à Paris le 15 mars 1725, la jeune veuve de l'éphémère roi d'Espagne va vivre pieusement à Vincennes avant de s'installer au palais du Luxembourg. C'est là qu'elle mourra, presque oubliée en juin 1742, n'ayant pas, contrairement à l'infante et connue de seconde vie. Inhumée en l'église Saint-Sulpice, sa dépouille subira un demi-siècle plus tard les profanations de la Révolution française. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 7 mai 1724, on voit le couronnement de la tsarine Catherine Ier de Russie. Le 29 mai, c'est l'élection du pape Benoît XIII, qui mourra le 21 février 1730. Il se laissera gouverner par le cardinal Niccolò Cozia. Et le 29 juin 1724, on voit la campagne de Perse par les Ottomans, tandis qu'une seconde armée ottomane assiège Erevan en Arménie. Comme on l'a vu, les circonstances entourant l'échange des princesses est liées à l'ambition de la reine Élisabeth Farnèse et du roi Philippe V, ayant dressé contre l'Espagne les puissances européennes formant la quadruple alliance. Une guerre s'ensuit et s'achève en 1720. La paix qu'il a conclue sert aussi à réconcilier le récent roi Bourbon d'Espagne avec sa famille française. Il est décidé de fiancer le jeune roi de France Louis XV, âgé de 11 ans, à sa cousine Germaine, qui en avait 4. Malgré la volonté de maintenir la paix et de resserrer les liens entre Bourbons, l'échange est un échec. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.